Le silence de la bibliothèque municipale de Marseille fut brisé par un murmure étrange. Un murmure qui ne ressemblait à aucune langue moderne. Marie Dubois, bibliothécaire depuis 23 ans, leva les yeux de son écran d'ordinateur, cherchant la source de ce son énigmatique. Entre les rayonnages poussiéreux de la section archéologie, elle aperçut une petite silhouette. Un enfant, peut-être 6 ans, aux cheveux bruns bouclés, était assis en tailleur devant un livre ouvert. Ses lèvres bougèrent rapidement, prononçant des mots impossibles. Marie s'approcha doucement, ses chaussures craquant sur le parquet ancien. Plus elle se rapprochait, plus les sons devenaient distincts. Ce n'était pas du charabia, c'était structuré, mélodieux, presque hypnotique. L'enfant traçait du doigt les glyphes d'un manuscrit rare sur les civilisations précolombiennes, et ses lèvres formaient des mots qui semblaient danser dans l'air chargé de poussière. Marie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Elle avait étudié les langues anciennes à l'université, suffisamment pour reconnaître quelque chose d'extraordinaire. L'enfant ne semblait pas conscient de sa présence. Ses yeux noisettes, immenses et concentrés, dévoraient chaque image, chaque symbole. Puis, il tourna une page et s'arrêta net. Son doigt tremblant toucha un glyphe particulier, un symbole en forme de serpent enroulé autour d'un soleil. À cet instant précis, l'enfant prononça une phrase complète dans cette langue morte. Marie, malgré ses années d'expérience, sentit ses jambes faiblir. Elle reconnut des sonorités similaires au maya classique, cette langue que plus personne ne parlait couramment depuis plus de 1000 ans. « Excusez-moi, petit », murmura-t-elle en s'agenouillant à ses côtés. L'enfant sursauta, refermant brusquement le livre. Ses yeux s'agrandirent, remplis d'une peur presque animale. Marie lui offrit son sourire le plus rassurant, celui qu'elle réservait aux enfants timides. « Comment t'appelles-tu » L'enfant la fixa en silence pendant de longues secondes. Puis, d'une voix claire et assurée, il répondit dans un français parfait. « Léo, je m'appelle Léo Martin. » Mais ce qui troubla Marie, ce fut la manière dont ses yeux revinrent immédiatement au livre, comme s'il était aimanté par ces pages anciennes. « Tu sais lire ce livre » demanda Marie, pointant les glyphes complexes. Léo hocha la tête lentement, puis murmura quelque chose d'incompréhensible. Marie sentit son cœur battre plus fort. Elle prit place à côté de lui, ignorant les regards curieux des autres visiteurs. « Peux-tu me dire ce que ça signifie » Elle désigna un passage rempli de symboles entrelacés. Léo plissa les yeux, sa petite main caressant le papier jauni. « Il parle de la fin », dit-il simplement en français. « La fin de leur monde. Il savait que ça arriverait. » Marie sentit sa gorge se serrer. « Comment peux-tu savoir ça ?» Léo haussa les épaules, un geste enfantin qui contrastait violemment avec la gravité de ses paroles. « Je le sais, c'est tout. Comme je sais mon nom. » Il tourna encore une page, et cette fois, il lut à haute voix dans cette langue ancienne, sa voix résonnant dans la bibliothèque déserte. Les mots coulaient naturellement, sans hésitation, sans effort. C'était comme écouter un locuteur natif. Impossible, absolument impossible pour un enfant de 6 ans dans une bibliothèque marseillaise en 2025. Marie devait agir. Elle ne pouvait pas laisser passer une telle découverte. « Léo, où sont tes parents ?» L'enfant ne répondit pas immédiatement. Ses yeux restèrent fixés sur le livre, comme s'il était en transe. « Maman travaille. Elle vient me chercher à 5 heures. » Marie consulta sa montre. Il n'était que 14 heures. Elle avait du temps. « Écoute, Léo, ce que tu fais là, c'est vraiment spécial. Je connais quelqu'un qui aimerait beaucoup te rencontrer. Un professeur qui étudie ces langues anciennes. » Pour la première fois, Léo la regarda vraiment. Ses yeux contenaient une profondeur troublante, une maturité qui n'appartenait pas à un enfant de son âge. « Vous ne me croyez pas » dit-il calmement. Ce n'était pas une question. Marie secoua vigoureusement la tête. « Au contraire, je te crois totalement. C'est pour ça que je veux que tu rencontres le professeur Rousseau. » Il enseigne à l'université d'Aix-Marseille. Il sera fasciné. Léo sembla réfléchir, puis acquiesça lentement. Marie sortit son téléphone portable et composa rapidement un numéro. Après 3 sonneries, une voix masculine répondit. « Professeur Rousseau, c'est Marie Dubois de la bibliothèque municipale.
J'ai quelque chose, quelqu'un que vous devez absolument voir. Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Un enfant qui parle couramment le maya classique. Un long silence suivit, puis la voix du professeur teintée d'incrédulité. « Marie, c'est une blague ?» « Je suis absolument sérieuse, Thomas. Pouvez-vous venir immédiatement ?» Le professeur Rousseau hésita, puis répondit d'une voix tendue. « Je suis à Lyon pour une conférence. Je peux être là dans 3 heures. Ne le laissez pas partir. » Marie promit et raccrocha. Elle se tourna vers Léo qui avait repris sa lecture. « Le professeur arrive. En attendant, tu peux me raconter comment tu as appris cette langue. » Léo ferma le livre et croisa ses petites mains sur ses genoux. « Je ne l'ai pas apprise, » dit-il avec une simplicité désarmante. « Je l'ai toujours su, depuis que je suis tout petit. » Marie sentit un frisson glacé descendre le long de sa numérotation vertébrale. « Que veux-tu dire par toujours su ?» Léo la fixa de ses grands yeux noisettes. « Je fais des rêves, toutes les nuits. Je vois des gens avec des vêtements étranges, des temples immenses, des cérémonies. Et ils parlent. Je comprends tout ce qu'ils disent. » Marie s'efforça de maintenir une expression neutre, bien que son esprit scientifique luttât contre la tentation de qualifier tout cela de délire enfantin. Mais comment expliquer ce qu'elle avait entendu? Cette prononciation parfaite, cette fluidité? Ces rêves? Ils sont fréquents? Léo hocha la tête gravement. Chaque nuit. Parfois, je ne veux pas dormir parce que c'est trop réel, trop intense. Il baissa les yeux vers le livre. Mais aujourd'hui, maman m'a déposé ici pendant qu'elle allait à son travail à l'hôpital de la Timone, et j'ai trouvé ce livre. C'est comme si je le connaissais déjà. Les minutes s'égrenèrent lentement. Marie observait Léo tourner les pages du manuscrit, murmurant occasionnellement dans cette langue morte. Elle prenait des notes mentalement, essayant de mémoriser chaque détail pour le professeur Rousseau. L'enfant semblait totalement absorbé, perdu dans un monde que personne d'autre ne pouvait voir. Parfois, il traçait les glyphes dans l'air avec son doigt, comme s'il les peignait sur une toile invisible. Vers 16h30, les portes de la bibliothèque s'ouvrirent brusquement. Un homme grand, la cinquantaine, les cheveux grisonnants en bataille, entra précipitamment. Le professeur Thomas Rousseau balaya la salle du regard avant de repérer Marie. Il se dirigea vers elle à grands pas, son manteau flottant derrière lui comme une cape. « Où est-il » demanda-t-il sans préambule. Marie désigna Léo, toujours plongé dans sa lecture. Le professeur s'approcha lentement, comme s'il craignait d'effrayer un animal sauvage. Il s'accroupit à quelques mètres de l'enfant et l'observa en silence. Léo sentit sa présence et leva les yeux. Les deux se dévisagèrent pendant un long moment. Puis, sans avertissement, Léo parla. Les mots sortirent de sa bouche avec une facilité déconcertante, une longue phrase dans cette langue ancienne et mystérieuse. Le professeur Rousseau devint blanc comme un linge. « Mon Dieu » murmura-t-il. « C'est du maya classique, du vrai maya classique, avec la prononciation correcte. » Il se tourna vers Marie, les yeux brillants d'excitation et d'incrédulité. « Comment est-ce possible? D'où vient cet enfant ?» Marie lui raconta tout ce qu'elle savait, aussi peu que ce fut. Le professeur écouta attentivement, sans jamais quitter Léo des yeux. Quand elle eut terminé, il se tourna vers l'enfant avec une intensité presque palpable. « Léo, je m'appelle Thomas. Je suis professeur et j'étudie les langues anciennes. Peux-tu me parler encore dans cette langue ?» Léo hésita, puis acquiesça. Il ouvrit de nouveau le livre et commença à lire. Sa voix emplit la bibliothèque, transformant l'espace moderne en quelque chose d'ancien, de sacré. Le professeur Rousseau enregistrait tout sur son téléphone, ses mains tremblant légèrement. C'était historique. Absolument historique. Après plusieurs minutes, Léo s'arrêta. Il semblait fatigué, comme si cette démonstration l'avait épuisé. Le professeur s'assit à côté de lui, son enthousiasme tempéré par la prudence. « Léo, dans tes rêves, ces gens te parlent de choses importantes ?» L'enfant hocha la tête. Ils parlent de leur fin, de pourquoi ils ont disparu. Le cœur du professeur manqua un battement. C'était la question qui hantait les archéologues depuis des décennies.
L'effondrement de la civilisation maya classique restait l'un des plus grands mystères de l'histoire. Peux-tu me dire ce qu'ils ont dit? Demanda doucement Thomas. Léo ferma les yeux comme s'il revoyait les images. Ils disent que l'eau est partie, que le ciel a arrêté de pleurer, que les récoltes sont mortes et que les gens ont eu faim. Mais ce n'est pas tout. Il ouvrit les yeux, et son regard était hanté. Ils disent qu'ils se sont battus entre eux, que les rois ne voulaient plus partager, que les dieux étaient en colère. Le professeur Rousseau sentit sa respiration s'accélérer. Ce que décrivait Léo correspondait aux théories les plus récentes sur l'effondrement maya. Une combinaison de sécheresse prolongée, de surpopulation, de guerres intestines et de crises religieuses. Mais comment un enfant de 6 ans pouvait-il connaître ces détails? Aucun livre pour enfants ne contenait de telles informations. Léo, ses rêves, il te montre des images précises? Des lieux? Oui, répondit l'enfant. Je vois une grande cité avec des pyramides. Il y a un temple au sommet, très haut, qui touche presque les nuages. Et il y a une place où les gens se rassemblent. Ils portent des masques de jade et de plumes. Les prêtres font des cérémonies. Il marqua une pause, son visage s'assombrissant. Et je vois du sang, beaucoup de sang. Ils font des offrandes aux dieux, des offrandes vivantes. Marie frissonna. C'était trop réel, trop détaillé pour être une simple invention. Le professeur Rousseau prit une grande inspiration, essayant de rester rationnel malgré l'extraordinaire de la situation. Léo, pourrais-tu dessiner ce que tu vois? La cité, les temples? L'enfant acquiesça. Marie se précipita pour lui apporter du papier et des crayons de couleur. Léo se mit au travail immédiatement, ses petites mains traçant des lignes avec une précision étonnante. Pendant qu'il dessinait, le professeur Rousseau chuchotait à Marie. « Je dois contacter mes collègues. Si ce que dit cet enfant est authentique, nous sommes face à quelque chose d'inexplicable, de scientifiquement impossible. » Marie hocha la tête, mais elle voyait bien que le professeur était déjà convaincu. L'évidence était là, sous leurs yeux, incarnée dans ce petit garçon qui dessinait des pyramides avec l'assurance d'un architecte. Au bout de 20 minutes, Léo leva son dessin. Ce que le professeur vit le laissa sans voix. La représentation était incroyablement détaillée. Les pyramides avaient les proportions exactes de l'architecture maya classique. Les escaliers, les temples au sommet, même les glyphes décoratifs sur les façades étaient reconnaissables. « Où as-tu appris à dessiner ça ?» demanda Thomas, sa voix à peine audible. Léo haussa les épaules. « C'est ce que je vois. Toutes les nuits. » Le professeur sortit son ordinateur portable et ouvrit rapidement des images de sites mayas réels. Tikal, Palenque, Copan. Il les montra à Léo. « Est-ce que ça ressemble à ce que tu vois ?» L'enfant étudia les photos attentivement, puis secoua la tête. « Non, c'est différent. Plus grand, plus coloré. Les pierres ne sont pas grises comme ça. Elles sont peintes en rouge, en bleu, en or. » Le professeur sentit son excitation grandir. Léo décrivait les cités mayas telles qu'elles auraient été à leur apogée, avant que le temps et la jungle ne les engloutissent. « Léo, dit doucement Thomas, je voudrais faire quelque chose, avec ta permission et celle de ta maman. Je voudrais t'emmener rencontrer d'autres experts, des gens qui pourraient t'aider à comprendre ces rêves. » L'enfant sembla hésiter. « Est-ce que ça va les faire arrêter? Les rêves? » Le professeur secoua la tête honnêtement. « Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on peut trouver des réponses ensemble. » Léo réfléchit longuement puis acquiesça. À 17 heures précises, une femme entra dans la bibliothèque. Elle avait les mêmes cheveux bruns bouclés que Léo et des yeux fatigués qui trahissaient de longues journées de travail. « Léo » appela-t-elle. L'enfant se leva d'un bond et courut vers elle. Marie et le professeur Rousseau échangèrent un regard avant de s'approcher. « Madame Martin ?» demanda Marie. La femme hocha la tête, serrant son fils contre elle. « Je suis désolé, il n'a pas causé de problème, j'espère. »« Absolument pas », s'empressa de répondre Marie. « Au contraire, votre fils est exceptionnel. » Le professeur Rousseau s'avança, tendant sa carte de visite. « Madame, je suis le professeur Thomas Rousseau, de l'Université d'Aix-Marseille. J'aimerais beaucoup vous parler de votre fils. C'est très important.
Madame Martin fronça les sourcils, serrant Léo un peu plus fort. De quoi s'agit-il? Sa voix était teintée de méfiance. Le professeur choisit ses mots avec soin. Votre fils a démontré des capacités linguistiques extraordinaires. Il peut lire et parler une langue ancienne, le maya classique, avec une fluidité que je n'ai jamais vue, même chez mes collègues experts. Madame Martin pâlit. Elle baissa les yeux vers Léo qui la regardait avec une expression indéchiffrable. « Les rêves », murmura-t-elle. « Vous avez parlé des rêves. Vous êtes au courant » demanda vivement Thomas. La mère de Léo hocha lentement la tête. Depuis qu'il a 3 ans, il se réveille la nuit en parlant dans une langue que je ne comprends pas. Je pensais que c'était juste son imagination, un langage inventé comme le font les enfants. Elle caressa les cheveux de son fils. Mais ces derniers mois, c'est devenu plus intense. Il dessine des symboles étranges. Il me raconte des histoires de temples et de rois. J'ai pensé l'emmener voir un psychologue. Madame Martins, dit doucement le professeur, je crois que votre fils n'a pas besoin d'un psychologue. Il a besoin de chercheurs qui peuvent comprendre ce qu'il vit. Il marqua une pause. Accepteriez-vous que nous fassions quelques tests? Rien d'invasif, je vous le promets. Juste des évaluations linguistiques, peut-être une IRM pour vérifier son activité cérébrale quand il parle cette langue. Madame Martin sembla déchirée. Je ne sais pas, dit-elle finalement. C'est mon fils. Je ne veux pas qu'il devienne un cobaye. Le professeur Rousseau comprenait sa réticence. Je vous assure que tout sera fait dans le respect total de Léo. S'il est mal à l'aise à n'importe quel moment, nous arrêtons immédiatement. Mais madame, ce que peut nous révéler votre fils pourrait changer notre compréhension de toute une civilisation. Il se pencha légèrement. Et peut-être que ça pourrait aussi aider Léo à comprendre ce qui lui arrive. Madame Martin regarda son fils. Léo leva les yeux vers elle et murmura « Maman, je veux savoir pourquoi je fais ces rêves, pourquoi je vois ces choses. » Sa voix était si petite, si vulnérable, que sa mère sentit son cœur se serrer. Elle inspira profondément et se tourna vers le professeur. « D'accord, mais je veux être présente à chaque instant. Et si quelque chose ne va pas, si Léo n'est pas à l'aise, on arrête tout. C'est clair ?»« Absolument, » répondit Thomas, soulagé. « Nous pouvons commencer dès demain si vous êtes d'accord. À mon laboratoire de l'université. » Madame Martin hocha la tête. Le professeur griffonna une adresse et une heure sur un papier. 10 heures demain matin. Ça vous convient? Elle prit le papier et acquiesça. Puis elle prit la main de Léo et se dirigea vers la sortie. Avant de franchir la porte, l'enfant se retourna une dernière fois vers le livre qu'il avait lu. Ses yeux étaient remplis d'une tristesse inexprimable. Cette nuit-là, dans son petit appartement du quartier de la Joliette à Marseille, Léo fit le rêve le plus intense de toute sa courte vie. Il se tenait au sommet d'une pyramide immense, le vent chaud soufflant à travers ses cheveux. En contrebas, une foule immense s'était rassemblée, des milliers de personnes vêtues de blanc, leurs visages tournés vers lui. Un prêtre se tenait à ses côtés, portant un masque de jade représentant le dieu de la pluie. Le prêtre parlait dans cette langue ancienne, et Léo comprenait chaque mot. « Le temps est venu, » disait le prêtre. « Les dieux ont parlé. Notre civilisation touche à sa fin. L'eau s'est retirée. Les récoltes ont péri. Nos frères se battent pour survivre. » Sa voix résonnait comme un tonnerre. Mais avant que tout ne disparaisse, nous devons transmettre notre savoir. Nous devons envoyer un message à travers le temps. Le prêtre se tourna vers Léo, et derrière le masque, ses yeux brillaient d'une intensité surnaturelle. « Tu es le messager. Tu portes nos mémoires. Tu dois dire au monde pourquoi nous sommes tombés. » Léo voulut parler, mais aucun son ne sortit. Le prêtre posa une main sur son épaule, et soudain des visions défilèrent devant ses yeux à une vitesse vertigineuse. Il vit les grandes cités à leur apogée, resplendissantes de couleurs et de vie. Il vit les marchés débordant de marchandises, les temples remplis de fidèles, les rois ordonnant la construction de monuments toujours plus grandioses. Puis les images changèrent. Le ciel devint gris et menaçant. Les rivières se tarirent. Les champs devinrent stériles. Les gens commencèrent à avoir faim. Les tensions montèrent entre les cités. Les guerres éclatèrent, fratricides et sanglantes. Les rois sacrifiaient de plus en plus de victimes aux dieux, espérant désespérément que la pluie reviendrait.
Mais les dieux restaient silencieux. La population diminua. Les cités se vidèrent. La jungle commença à reprendre ses droits, engloutissant lentement les temples et les palais. Et finalement, il ne resta que le silence. Léo se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il était trempé de sueur, les draps emmêlés autour de ses jambes. La lumière de la lune filtrait à travers les rideaux de sa chambre, projetant des ombres étranges sur les murs. Il se redressa lentement, essayant de reprendre son souffle. Ce rêve avait été différent, plus clair, plus intense, plus réel. Il avait l'impression d'avoir vécu 1000 vies en quelques heures. Il se leva et se dirigea vers son petit bureau. Dans le tiroir, il gardait un cahier secret où il dessinait ce qu'il voyait dans ses rêves. Il l'ouvrit et commença à dessiner frénétiquement. Ses mains bougeaient presque d'elles-mêmes, traçant des glyphes complexes, des scènes de vie et de mort, des visages de rois et de prêtres. Il dessina pendant des heures, jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube pointent à l'horizon. Quand il eut terminé, il contempla son œuvre avec un mélange de fierté et de terreur. Les pages étaient remplies de symboles qu'aucun enfant de 6 ans n'aurait dû connaître. Des glyphes mayas authentiques, tracés avec une précision qui aurait impressionné n'importe quel épigraphiste. Et au centre de la dernière page, un message écrit en maya classique, accompagné de sa traduction en français que Léo avait ajouté instinctivement. « Nous sommes tombés par notre propre orgueil. Que les générations futures apprennent de nos erreurs. Ne laissez pas la soif de pouvoir détruire ce que vous avez construit. » À 10 heures précises, Léo et sa mère se présentèrent au laboratoire du professeur Rousseau, situé dans un bâtiment moderne de l'université d'Aix-Marseille. Le professeur les accueillit avec un sourire chaleureux, mais Léo pouvait voir l'excitation à peine contenue dans ses yeux. « Merci d'être venu, » dit-il en les conduisant à travers un dédale de couloirs. « J'ai réuni une petite équipe d'experts. Tous ont signé des accords de confidentialité. Personne ne parlera de ce qui se passe ici sans votre autorisation. » Ils entrèrent dans une salle de conférence où attendaient 4 personnes. Le professeur fit les présentations. Voici le docteur Sophie Laurent, neurologue spécialisée dans l'étude du langage. Le professeur Jean Moreau, linguiste expert en langue précolombienne. Docteur Amélie Chen, psychologue pour enfants. Et monsieur Pierre Fontaine, anthropologue spécialisé dans la civilisation maya. Chacun salua poliment Léo et sa mère, mais leurs regards trahissaient une curiosité intense. Le professeur Moreau, un homme dans la soixantaine avec une barbe blanche soigneusement taillée, s'approcha de Léo avec un livre ancien. « Bonjour Léo, je m'appelle Jean. J'ai apporté quelque chose que j'aimerais te montrer. » Il ouvrit le livre sur une page couverte de glyphes mayas. « Peux-tu me dire ce qui est écrit ici ?» Léo regarda la page pendant quelques secondes, puis commença à lire à voix haute. Les mots coulaient naturellement, la prononciation parfaite. Les experts échangèrent des regards stupéfaits. Quand Léo eut terminé, le professeur Moreau dut s'asseoir. Ses mains tremblaient légèrement. « C'est impossible, » murmura-t-il. Ce texte décrit une cérémonie royale de l'époque classique. La prononciation, elle est exactement comme nous pensons qu'elle était. Mais comment... Il se tourna vers le professeur Rousseau. « Thomas, c'est au-delà de tout ce que j'ai pu voir. Cet enfant ne lit pas les glyphes. Il les comprend. Il les vit. » La docteure Laurence avança. « Léo, accepterais-tu de passer une IRM ? C'est une machine qui va prendre des photos de ton cerveau pendant que tu parles cette langue. Ça ne fait pas mal du tout, je te le promets. » Léo regarda sa mère qui hocha la tête encourageante. « D'accord, » dit-il doucement. La neurologue sourit et le conduisit vers une autre pièce où se trouvait l'équipement d'imagerie. Pendant que Léo subissait l'IRM, les experts discutaient à voix basse dans la salle d'observation. Sur les écrans, ils pouvaient voir l'activité cérébrale de l'enfant en temps réel. Quand on lui demanda de parler en français, les zones habituelles du langage s'illuminèrent. Mais quand il commença à parler en maya, quelque chose d'étrange se produisit. Des zones beaucoup plus profondes du cerveau s'activèrent, des régions associées à la mémoire ancestrale et aux rêves. « C'est extraordinaire », murmura la docteure Laurent. « On dirait que son cerveau accède à des informations stockées. Je ne sais où. Pas dans sa mémoire à court terme,
Pas même dans sa mémoire à long terme normale. C'est comme s'il puisait dans quelque chose de plus profond. Le professeur Rousseau se pencha vers l'écran. Est-ce que c'est possible qu'il ait une forme de mémoire génétique? Quelque chose transmis de génération en génération? La neurologue secoua la tête. En théorie, c'est impossible. Mais ce que nous voyons défie toute explication rationnelle. Après l'IRM, Léo rejoignit le groupe, l'air un peu fatigué mais souriant. C'était bizarre mais pas méchant, dit-il à sa mère. La docteure Chen, la psychologue, s'agenouilla devant lui. Léo, j'aimerais que tu me parles de tes rêves. Qu'est-ce que tu ressens quand tu les fais? L'enfant réfléchit un moment. C'est comme si j'étais là-bas, vraiment là. Je sens les odeurs, la chaleur du soleil, le bruit de la foule. Et je comprends tout. Les gens me parlent et je sais ce qu'ils disent. Est-ce que ça te fait peur? Demanda doucement la psychologue. Léo hocha la tête. Parfois. Surtout quand je vois des choses tristes, des gens qui ont faim, des guerres, du sang. Il baissa les yeux. Mais je me sens aussi important. Comme si j'avais une mission. Comme si je devais dire quelque chose au monde. La psychologue échangea un regard avec les autres experts. Et qu'est-ce que tu dois dire, selon toi? Léo leva les yeux et son regard était celui d'une personne bien plus âgée. Que les Mayas ne sont pas simplement disparus. Ils sont tombés parce qu'ils ont arrêté de travailler ensemble. Parce que les rois voulaient le pouvoir plus qu'ils ne voulaient aider leur peuple. Parce qu'ils ont ignoré les signes de la nature jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Sa voix était ferme, assurée. Et ils veulent que nous sachions ça, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs. Un silence lourd tomba sur la pièce. Personne n'osa parler pendant de longues secondes. Finalement, le professeur Rousseau brisa le silence. Léo, ce que tu viens de dire, c'est exactement ce que des années de recherches archéologiques ont révélé. Mais comment peux-tu le savoir? Comment cette connaissance est-elle arrivée jusqu'à toi? L'enfant haussa les épaules. Je ne sais pas. C'est juste là, dans ma tête. Ça a tout gelé. Léo haussa les épaules. Je ne sais pas. C'est juste là, dans ma tête. Ça a toujours été là. Le professeur Rousseau s'approcha lentement, ses mains tremblantes. Léo, as-tu déjà entendu parler du projet Memoria Collective? L'enfant secoua la tête, mais quelque chose dans ses yeux changea. Une lueur de reconnaissance, peut-être de peur. C'était un programme secret dans les années 80, continua Rousseau, sa voix à peine un murmure. Des scientifiques tentaient de préserver la mémoire collective de civilisations perdues en l'encodant dans l'ADN humain. La mère de Léo se leva brusquement. « Qu'est-ce que vous racontez? C'est absurde. » Mais le professeur ne la regardait pas. Ses yeux étaient défixés sur Léo, sur la marque de naissance en forme de glyphe maya sur son poignet gauche. « Madame Dubois, » dit Rousseau d'une voix étranglée, « votre fils, où est-il né exactement? À l'hôpital Sainte-Marie, comme je vous l'ai dit. Non, la voix de Léo les interrompit, froide et ancienne. Je suis né dans le laboratoire 7 du Centre de recherche anthropologique de Mexico, le 21 décembre 2012, le jour où le calendrier maya s'est terminé. Sa mère devint blanche comme un linge. Léo, qu'est-ce que tu racontes? Tu délires, mon chéri, je ne suis pas ton fils. Les mots tombèrent comme des pierres. Ton vrai fils est mort à la naissance. Ils t'ont donné moi à la place. Ils t'ont payé. Tu as accepté. Le silence était assourdissant. Des larmes coulaient sur les joues de la femme qui avait été sa mère. Le professeur Rousseau recula, son visage déformé par l'horreur. Mon Dieu, ils ont réussi. Ils ont vraiment réussi. Léo se tourna vers la fenêtre, où la nuit tombait sur Paris. Dehors, des milliers d'enfants nés le même jour, le même instant, levaient les yeux vers le ciel. Tous avec la même marque, tous avec les mêmes souvenirs qui n'étaient pas les leurs. Nous sommes 2012, dit Léo simplement. Un pour chaque année du dernier cycle maya. Et nous sommes ici pour nous assurer que cette civilisation ne commette pas les mêmes erreurs. Il fit une pause, et son regard se posa sur le professeur. Mais si elle refuse d'écouter, un sourire froid apparut sur le visage de l'enfant. Eh bien, les Mayas savaient aussi comment tout détruire pour recommencer. Le dernier rayon de soleil disparut derrière l'horizon, et dans toute la ville,
2012 Pères dieux anciens s'ouvrirent dans l'obscurité.